Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Transparence et bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous avons un agriculteur qu'on a mentionné dans l'émission précédente. Alors bonjour Stéphane Lebéchec et bonjour Maude. Bonjour Florian. Bonjour. Alors je te laisse présenter Stéphane du coup. Oui, tout à fait. Bien, nos auditeurs qui ont suivi donc l'émission la semaine dernière le reconnaîtront puisque nous en avons parlé donc dans le cadre d'un article notamment du Télégramme, donc intitulé Côte d'Armor, des vaches victimes du courant électrique, point d'interrogation. Donc ça c'était un article du 21 mars 2019. Nos auditeurs peuvent aussi d'ailleurs consulter un très bon et détaillé article sur votre problème aussi avec un gros problème de mortalité de vos vaches, des problèmes de santé généralisés, y compris aussi sur vous-même, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc un article de actu.fr qui s'intitule Mystère à Alineux et la Pressaie, dans les Côtes d'Armor, autour de la mort inexpliquée de 300 vaches. Voilà. Donc effectivement, en 3 ans où vous vous êtes donc installé, vous avez perdu à peu près 200 vaches maintenant, entre 170 et 200 vaches. Oui. Alors l'article de actu.fr nous dit toutes mortes dans des circonstances demeurées inexpliquées, mais effectivement vous avez essayé vraiment de chercher des explications avec plus ou moins d'aide comme on va le voir tout à l'heure. Vous avez fait votre propre enquête, vous avez également développé des sensibilités un peu de géobiologue, je dirais, puisque vous avez maintenant la capacité de détecter les failles du sous-sol, les croisements de failles, et donc ayant éliminé avec les visites de vétérinaires ou autres tout ce qui pouvait être lié à des problèmes de mauvaise on va dire gestion du troupeau, de problèmes d'alimentation ou autres, eh bien vous avez maintenant des présomptions concernant des nuisances qui pourraient venir du sol, visiblement, qui seraient accentuées sur des failles électriques, sur des failles, on va dire, et des croisements de failles, peut-être des nuisances d'origine électrique. Vous avez constaté qu'il y a à la fois de l'électricité qui circule dans le sol, et puis également des problèmes de vaches qui semblent être très affaiblies quand elles sont particulièrement sur des failles ou des croisements de failles, et des problèmes, visiblement, qui pourraient provenir de différentes installations électriques que vous avez autour de votre ferme, des éoliennes, des antennes relais, etc. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Parce que je crois que vous m'aviez donné quelque chose d'assez croustillant comme information. Des journalistes de France Bleu sont venus pour vous interviewer et après 1 heure d'interview sur un croisement de failles justement de votre exploitation, les batteries de tous leurs appareils semblaient être déchargées. Est-ce que vous pourriez nous confirmer tout ça? Tout à fait. Au bout d'1 heure d'interview, ils ont voulu savoir ce qui se passait sur l'exploitation. Donc je leur ai expliqué que sur les croisements de failles, les bêtes mouraient. Ça, pour moi, c'est évident. Et du coup, on est resté faire l'interview à cet endroit-là et leurs batteries se sont déchargées. Ils avaient les batteries de téléphone se sont chargées et ils avaient des batteries pour recharger leur téléphone et ils se sont déchargés aussi. Donc tout on était retrouve déchargé. le même phénomène sur les véhicules, sur les tracteurs. Si on pose en contact du sol sur un croisement de faille, les batteries des tracteurs se déchargent. Donc si vous mettez une fourche métallique sur la carrosserie, crac, en une nuit, votre batterie elle est déchargée, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc on dirait que votre sol il agit comme une sorte de pompe à énergie, que ce soit pour les bêtes, peut-être les hommes et les batteries en tout cas. Visiblement. Vous avez tout à fait raison, oui. C'est vraiment une pompe à énergie dans tous les sens du terme. D'accord. Alors donc vos vaches, vous avez constaté qu'elles avaient visiblement des symptômes un peu particuliers. Je crois qu'il y a des problèmes de température d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors moi j'ai constaté, c'est pas moi, c'est le GDS et mon vétérinaire traitant de l'époque. Alors le GDS, pardon, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le GDS? C'est le groupement sanitaire en fait. C'est le groupement sanitaire pour des élevages en fait, que ce soit agricole. C'est les vétérinaires officiels, on va dire. Qui viennent vérifier ce qui se passe sur l'exploitation. Parce que je les avais alertés, ils sont venus vérifier et sur 15 vaches, ils ont trouvé une température
de 36,3, 36,6, pas une seule au-dessus de 37, alors que la température corporelle d'une vache est 38,5, quoi. Donc elles avaient 2 degrés de moins que normalement, quoi. 2 degrés de moins, ouais. D'accord. Et vous avez constaté des cycles spécifiques où les problèmes sont plus importants, voire la mortalité intervient à certains moments donc pour vos vaches, et vous avez maintenant la possibilité de l'anticiper. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus aussi? Oui, en fait, j'ai constaté la mortalité de mes veaux qui était à 6 jours et après tous les 21 jours, et je me suis rendu compte que c'était le cycle hormonal de mes vaches qui faisait que le lait était toxique. Donc ça, c'est après le vélage, hein, 6 jours après le vélage et 21 jours après le vélage. C'est la première chaleur des vaches, et après le cycle hormonal, c'est tous les 21 jours, et tous les 21 jours, il y a un risque que la vache reste raide, quoi. Manifestement, la température corporelle pendant le cycle hormonal diminue encore d'1 degré, ce qui fait 3 degrés d'écart par rapport à la norme. Et du coup, les bêtes sont beaucoup plus faibles. Et là, du coup, vous avez, disons, constaté que si les veaux n'avaient pas d'alternative et étaient obligés de boire le lait de leur mère ces jours-là, eh bien, ils mourraient. C'est ça? Ils mourraient. D'accord. On l'a constaté, on a fait plusieurs expériences. J'ai même constaté que les veaux, ces jours-là, s'ils avaient une alternative, ils tétaient les autres vaches. Ils ne tétaient pas leur mère. Et si ils n'avaient pas d'alternative, j'ai vu une vache qui avait 2 veaux qui étaient bien portants et tout, je les ai retrouvés morts le lendemain, à 6 jours. D'accord, donc vraiment, il y a quelque chose, quoi. Oui. Donc, tout ça, c'est des problèmes que vous avez, comment dire, vous avez... touché du doigt? Non. En fait, j'ai fait ces constats-là, voilà. Et j'ai des collègues qui ont les mêmes soucis que moi, et je leur ai informé de mes constats, et ils ont constaté la même chose. Je suis pas un cas isolé, c'est ça le. D'accord. Et tout ça, c'est dans une même zone à peu près, non? Oh non, les constats sont sur la Loire-Atlantique, ils sont ici à 30 km aussi, à la Prénessé. Hein. D'accord. Oui, on avait parlé la semaine dernière de d'autres cas, d'ailleurs. On avait parlé d'un éleveur en Bavière, on avait parlé d'éleveurs de la Sarthe. Je crois que ce problème de température corporelle dont vous parliez touche également les hommes, non? Vous avez... Moi, j'ai constaté que sur moi-même, ma température corporelle est inférieure. Moi, je suis entre 36 et 36,5 aujourd'hui. Je suis toujours gelé. J'ai toujours les pieds gelés, et j'ai pu faire la remarque à d'autres personnes, et en fait, entre autres avec Patrick Pilon, que vous avez parlé la semaine dernière aussi. Éleveur de lapins. Éleveur de lapins qui est dans la même situation, et il a fait la remarque à son épouse il y a 3 ans qu'il était toujours gelé. J'ai également discuté de votre problème hier avec un ancien berger que nous avons interviewé ici, qui s'appelle Philippe Schex, et qui effectivement fait état de la même chose. Quand il a commencé à devenir à lui-même un peu électrosensible parce qu'on avait installé une antenne relais juste à côté de l'endroit où il faisait pâturer ses vaches. Ces vaches évitaient certains endroits, n'allaient plus à certains endroits. Il a dû clôturer, quand elles y allaient, elles n'étaient pas bien. Donc il a dû clôturer carrément son exploitation avec des zones interdites, si vous voulez. Et lui, il a constaté qu'il s'est mis également à avoir très très froid à ce moment-là régulièrement, quoi. Alors qu'avant, il n'avait jamais ce problème, évidemment. Alors juste pour récapituler, puisqu'on parlait de croisement de failles que vous avez repéré, etc. Il est arrivé qu'il y ait des vaches qui soient justement, disons, visiblement en perte d'énergie très importante jusqu'à se coucher sur des croisements de failles, et que vous avez sauvées en les obligeant à bouger, alors que si il y a des vaches que vous laissez là quand elles sont couchées, elles y restent. Tout à fait. En fait, si une bête se couche sur un croisement de faille, elle devient ankylosée. Et elle se couche sur le flanc et elle peut plus se relever. Si vous avez la chance d'arriver dans 1 heure ou 2 heures après qu'elle est couchée et pouvoir la relever, elle va repartir normalement. Si vous n'arrivez pas, elle est morte. D'accord. D'accord. Donc vous avez repéré qu'il y a de l'électricité dans ces failles, une sorte de courant qui vous pompe quelque part l'énergie. Ces croisements de failles donc sont encore pires visiblement, et j'ai l'impression que vous avez fait votre petite enquête en ce qui concerne les installations à la fois éoliennes ou bien d'antennes relais autour de la zone où vous habitez, et vous avez constaté qu'elles étaient toutes sur des croisements de failles, c'est ça? En fait, moi, j'ai un sol qui est conducteur puisque j'ai beaucoup de minerais dedans. J'ai de l'or, de l'argent, tous les métaux. Et les croisements de failles viennent... Bon, j'ai 17 provenances différentes. Donc, j'ai les transfos, j'ai les éoliennes, j'ai les antennes relais, j'ai les paratonnerres, j'ai des poteaux EDF qui ont des isolateurs de cassé, mais très loin, à 3 km. Hein, et les éoliennes sont à 10 km. Et sur ces croisements de failles, on a fait des mesures.
même sur les failles, on a fait des mesures, on a mesuré jusqu'à 60 Hz de fréquence dans le sol. Alors, vous avez vraiment tout analysé, quoi. On a même, moi j'ai fait faire avec un professionnel, hein, les appareils s'affolent sur les croisements de failles, ou sur les failles. D'accord. On a des mesures qu'on ne peut pas expliquer. Et vous parliez de boussoles aussi, les boussoles, effectivement, qui étaient 3 boussoles côte à côte. On n'a pas le même résultat, c'est ça? Tout à fait, on a 3 nord différents. D'accord. Et pour compléter, dans cette idée-là, les GPS ne viennent pas à l'exploitation. Hein. Les GPS ne peuvent pas vous trouver votre Non, exploitation ils vous guident pas chez moi. D'accord. Et je crois que vous aviez un souci avec la 4 voies à côté de chez vous qui quelque part, quand il y a des voitures qui ont un ordinateur de bord, les ordinateurs de bord tombent en panne à une certaine section de la route, c'est ça? Oui, sur certaines failles, ça dépend des moments, et ça déclenche sur l'ordinateur de bord stop case moteur. D'accord. Donc effectivement, vraiment, il y a des choses bizarres qui se passent. Vous disiez que donc ces fameuses installations que vous avez suivies ou trouvées, elles se trouvaient toutes sur des croisements de failles, des sortes de mise à la terre facilitées pour les opérateurs et autres qui installeraient leur structure sur les croisements de failles, ou pur hasard? Alors le pur hasard, j'ai un peu de mal à y croire parce que j'ai fait le tour des éoliennes, des antennes relais, j'ai fait quand même presque une quinzaine d'investigations, et ils sont toutes placées sur les croisements de failles. Alors on peut s'interroger, volontaire ou involontaire, mais on peut s'interroger, oui. Oui, c'est vrai que ça paraît un petit peu, une coïncidence étrange, quoi. Et donc effectivement, vous vous êtes rapproché d'autres éleveurs à d'autres endroits qui ont ce genre de problème. Vous retrouvez, je crois, chez vous des soucis que d'autres ont. Par exemple, les poules ne pondent pas. On a parlé des poules la semaine dernière, pardon, avec ce documentaire Mauvaises ondes là et l'étude donc de Madeleine Bastide, qui était donc une chercheuse à Montpellier et qui avait mis en évidence donc des problèmes d'éclosion des embryons de poulets quand ils étaient exposés à des antennes relais, qui avaient d'ailleurs été menacés de mort après certaines pressions, et qui est décédée aujourd'hui. Cette personne donc avait été en contact avec un couple de la Creuse qui, dans leur élevage, on va dire amateur, avait eu le même problème suite à la mise en place d'une antenne relais. Vous mettez en relation avec d'autres agriculteurs parce que aussi vous avez peut-être pas été trop aidé par les instances de santé officielles? Ah non, moi j'ai pas du tout été aidé puisque c'est mon vétérinaire qui m'a dénoncé à la DDPP, donc la Direction départementale de la protection de la population, et ceux-ci en présence de la présidente de la Chambre d'agriculture m'ont demandé de surtout pas en parler à la presse sous menace de m'enlever mon troupeau sans négociation. Donc aujourd'hui, les agriculteurs ont une telle pression de perdre leur élevage qu'on est obligé de se taire. Mais il y a un moment où on peut plus se taire, puisque là on touche plus c'est pas le milieu agricole qui est touché, c'est l'humain qui est touché. C'est clairement une menace. Et là on est pour moi on est aujourd'hui, en plus on en reparlera peut-être, mais aujourd'hui moi ça fait presque 1 an que je suis à me battre et que j'ai déposé plainte. Aujourd'hui les instances, personne ne bouge, même que ça fait presque 3 semaines qu'on en est à la presse tous les jours. C'est honteux. Et vous avez eu des journalistes, on a parlé des articles qui ont été publiés, vous avez eu des visites aussi du Figaro, du Parisien, de France Bleu. Pour le moment, il n'y a rien de sorti de leur côté. On va voir s'ils sortent un article correspondant à ce qu'ils ont entendu quand ils sont venus chez vous. En tout cas, effectivement, vous avez eu des pressions importantes de la part de ces instances. C'est pas d'aide, je crois que vous avez vous-même fait des autopsies à vos frais de vos vaches, mais eux, ils n'en ont jamais fait, c'est ça? Sur 200 bêtes que j'ai perdues à l'exploitation, ils n'ont jamais fait d'autopsie dans un laboratoire officiel. Moi, j'ai fait 2 avec mort inexpliquée. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des AVC et des crises cardiaques qui font. Mais à l'époque, on n'avait pas soupçonné ça. Et vous avez remarqué, je peux bien mettre en relation un petit peu les menaces que vous recevez avec les enjeux financiers qu'il pourrait y avoir derrière. Vous me disiez tout à l'heure, un peu avant qu'on enregistre cette émission, que vous aviez constaté qu'au moment du passage à la 4G, vos vaches avaient des problèmes pour boire, c'est ça? Oui, en fait, j'avais vu un comportement un petit peu anormal au niveau de mon troupeau dès le démarrage de mon exploitation, puisque je me suis installé le 1er janvier 2016. Et le 25 mai 2016, j'ai fait les échographies de mes vaches et j'ai alerté mon vétérinaire en lui disant que je trouvais bizarre mon troupeau, un comportement anormal, je trouvais ankylosé, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai pu aller sur Internet sur des différents éléments, et puis moi j'avais trouvé un élément sur ANFR, l'installation des antennes relais en 4G qui était faite au 29 juillet,
Or, j'ai eu d'autres éléments depuis que je passe dans la presse, j'ai été sur un autre site, et en fait l'installation, elle s'est faite début mai. Donc l'impact a été immédiat, et c'est de là que mes vaches ont arrêté de boire. Elles sont passées quand même de 50 ou 60 litres d'eau à 20, même pas 20 litres, voire 10 litres. Et ça a été immédiat. Ça se fait. Le choc, il est brutal. Il se fait sur 3 semaines. D'accord. Donc là, c'est bien le début où vous avez commencé à avoir des problèmes. Non, en fait, il y avait déjà des problèmes, mais la 4G a plombé carrément le problème. Quoi. D'accord. Donc effectivement, du coup, étant pas aidé, étant même plutôt sous pression, vous vous êtes rapproché d'autres agriculteurs et c'est là que vous avez constaté que ces problèmes, en fait, sont récurrents et se recoupent avec ce que vivent d'autres personnes. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ces échanges que vous avez eus avec d'autres à ce sujet ? Aujourd'hui, on voit que c'est récurrent. Moi, j'ai été mis en contact avec Patrick Lenéchec qui est à la Prénessé, qui a perdu lui aussi 120 bêtes. Mais lui, il est en intensif avec des charolaises. Là maintenant, depuis qu'on paraît dans la presse, mais c'est impressionnant le nombre de coups de téléphone qu'on a et de demandes d'aide des gens, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait quoi faire. Ce matin encore, j'ai encore quelqu'un qui me dit, je vais déposer plainte contre X. Oui, mais là, on est en train de... Il y avait déjà des associations en France. Aujourd'hui, ils vont être dissous pour en créer une plus grosse. Mais aujourd'hui, on a un souci, c'est que moi, j'ai de la chance encore. J'ai une avocate qui me suit, mais apparemment, c'est la seule au national. Et oui, il y a tellement de pression que peut-être certains craignent pour leur carrière ou autre, ou des menaces plus importantes. En tout cas, c'est très très bien effectivement de vous organiser pour montrer que ça n'est pas un cas isolé du tout, et puis pour vous entraider, puisque visiblement, je dirais, il n'y a que la médiatisation et l'entraide qui peut peut-être faire avancer les choses. Ici, vous avez donc, rappelons-le, déposé plainte contre X en 2017, sans nouvelles autour de cette plainte. 2018, d'accord. Sans nouvelles autour de cette plainte, vous avez eu du coup ensuite une médiatisation qui semble faire avancer au moins un peu le dossier. On peut espérer que ça fera sortir un petit peu les choses plutôt que de les enterrer, ce qui semble être jusqu'ici la norme, quoi. Oui, et puis je tenais juste à dire des réflexions, parce qu'on parle du monde agricole, mais c'est pas le monde agricole qui est touché. Chez moi, il n'y a pas de limaces, il n'y a pas d'escargots, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de rats, il n'y a pas d'insectes. Il n'y a pas de vie. Et les chiens fuguent, je crois. Les chiens fuguent aussi. D'accord. Et les poules ne pondent pas. Mais et le constat, je l'ai fait faire à tous les journalistes. Tous les journalistes qui sont venus sont restés scotchés. D'accord. Donc c'est alarmant. Et on parle pas d'un problème de nutrition animale, on parle plus, ça a dépassé ce débat-là. C'est plus large. Parce que, rappelons-le, quand il y a un problème de nutrition, les vaches ne vèlent pas ou ne... Non, quand il y a la première leçon de cours d'un éleveur, peu importe dans quel domaine, s'il y a carence alimentaire, le cycle hormonal est stoppé, donc il n'y a pas de reproduction. Moi, j'ai des vélages tous les 10 ou 11 mois. J'ai 2 veaux dans l'année. Aujourd'hui, quand ils sont en intensif, ils sont à plus de 400 jours, plus de 450 jours. Aujourd'hui, moi, le cycle hormonal est donc il n'y a aucune carence alimentaire. Par contre, le mélange se fait pas correctement. Si vous voulez, en gros, c'est comme une vinaigrette. Si vous mettez de l'huile, du vinaigre et de la moutarde et que vous mélangez pas, c'est indigeste. Voilà. C'est le résultat de mes bêtes aujourd'hui. Et en particulier, vous avez vu ça aussi chez d'autres éleveurs, potentiellement. Tout le monde a la même... Des problèmes de mots mort-nés, des problèmes d'accouchement, entre guillemets, qui avortent, enfin de vaches qui avortent quand le cycle hormonal se remet en route. Aux mêmes dates. Voilà. Et en fait, moi j'ai de la chance de ne pas être agriculteur de métier, donc j'ai une vision différente des autres. Moi, c'est pas un loisir, mais oui, vous avez perdu 500 000 € quand même dans l'affaire. Oui, c'est pour ça qu'il va falloir que je trouve des financements pour pouvoir continuer mon combat. Il faut que je trouve, je sais pas si c'est une caisse... oui, solidaire, tout à fait, une il va collecte. falloir, de toute façon, aujourd'hui, le combat, il n'est pas que pour moi. J'ai mes voisins, j'ai alerté par rapport à mes voisins, à mon voisinage. Il y a quand même un nombre impressionnant de personnes malades autour. Tout à fait, ça n'a pas l'air de déranger personne. Donc là, c'est un combat des hommes et des bêtes et de l'environnement en général, évidemment, et qu'il faut mener, c'est sûr. Et puis par honnêteté pour ceux qui se sont foutus en l'air et qui n'ont pas su pourquoi leur troupeau marchait pas. Oui, qui se sont suicidés en pensant que c'était eux, quoi. Bien sûr, oui. Tout à fait. Alors, juste pour finir,
donc un certain nombre de nuisances dont on a effectivement pour le moment pas trop d'idées de l'impact exact sur votre troupeau, mais dont on peut supposer qu'il va y avoir effectivement beaucoup de responsabilités au niveau électrique, au niveau peut-être photovoltaïque, au niveau antenne relais, au niveau éolienne, au niveau voilà à étudier en tout cas. Vous m'avez cité le cas d'un drone, votre voisin qui avait eu un drone offert à Noël et le drone lui a échappé et est parti directement vers l'antenne relais, c'est ça ? Tout à fait. Il y a un de mes voisins qui a fait décoller un drone entre Noël et le 1er de l'an. Enfin, il m'a pas donné la date exacte. Il l'a fait monter en hauteur et le drone est parti comme un fou. Il a pris une direction et il l'a retrouvé dans mes champs plus loin. Il l'a refait décoller et le drone a repris la même direction et ils l'ont jamais retrouvé. Il a vraiment perdu le contrôle. Et il a suivi le faisceau. De toute façon, il a suivi le faisceau de l'antenne. De l'antenne relais, d'accord. Donc il y a vraiment des influences sur, je dirais, les appareils qui perdent le nord, comme on disait, avec la boussole, mais aussi avec tous les appareils électriques, sur les batteries qui sont pompées, sur les bêtes et sur les gens. Donc merci beaucoup Stéphane Le Béchec d'avoir accepté de témoigner à cette antenne aujourd'hui. On est vraiment dans un problème qui peut être un scandale majeur de santé publique et il est important qu'il y ait des gens courageux comme vous qui ne se taisent pas et qui aussi aident tous ceux qui s'interrogent et qui vivent ça, disons, dans la détresse, dans leur coin, en se demandant si c'est eux qui sont en cause et en ayant peur d'être eux-mêmes voilà, pris pour des fous parce que dès qu'ils en parlent, on leur dit mais non, c'est pas possible. Ben si, c'est possible, visiblement. C'est possible et ils sont pas tout seuls. Et le fait d'en parler, ça va faire monter certainement la mayonnaise, mais on s'en fout. Le problème, il n'est pas là, c'est que c'est un problème de santé publique. Bah si cette mayonnaise c'est justement une manière d'appeler et de faire bouger les choses, c'est une bonne chose qu'elle monte. Est-ce qu'on peut donner des coordonnées pour que les gens puissent éventuellement se rapprocher de vous ou de... De toute façon, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont paru dans la presse sont prêtes à prendre des contacts. On va regrouper tout. De toute façon, dans un collectif, on va regrouper tous les coordonnées de tout le monde. D'accord. Mais et on vous trouve... On est à plus de la centaine aujourd'hui. On vous trouve facilement dans l'annuaire ou autre pour pouvoir vous contacter et se rapprocher de vous. D'accord. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Le Béchec. Bonne chance et à bientôt. Au revoir.